décision de construire un marché date de la fin des années 1920 pour répondre à l'accroissement de la population. Le bâtiment est composé d'une coupole de 26 mètres de haut d'où partent 4 ailes, censées symboliser les 4 bras de la confluence du Mékong sur laquelle la ville de Phnom Penh a été bâtie. Ouvert de 7h à 17h, il est une attraction touristique à cause du large choix de marchandises qu'il peut offrir. Les nombreuses échoppes proposent une grande diversité d'articles. Ces boutiques sont regroupées par type. Le palais royal de Phnom Penh est un complexe de bâtiments qui sert de résidence au roi du Cambodge. Les rois du Cambodge l'occupent depuis sa construction en 1860, avec une période d'absence lorsque le pays est entré en crise pendant et après la période des Khmers rouges. Le palais royal a subi des modifications majeures au fil du temps, presque tous les bâtiments de l'époque du roi Norodom ayant été démolis. Dans une atmosphère calme et sereine, on se promène à travers le complexe central en admirant la beauté de l'architecture khmer tout en visitant des bâtiments emblématiques comme la salle du trône ou la pagode d'argent. La partie résidentielle privée du palais, dite salon du roi, occupe la moitié de la surface au sol et demeure fermée au public. Les bonzes portent une robe jaune et ont la tête, le menton et les sourcils rasés. En effet, Bouddha, après avoir quitté le palais paternel, se coupa les cheveux et échangea ses vêtements princiers contre ceux d'un chasseur. Or, le chasseur était un pauvre homme, habillé de haillons couverts de la poussière ocre jaune des champs. Aussi, depuis ce jour, en souvenir du premier vêtement religieux de Bouddha, la tradition exige que tous les bonzes portent ce costume. Le bonze fait vœu de chasteté et de pauvreté. Chaque jour, il va quêter leur nourriture et sa vie entière est faite de prières, de bonnes œuvres, d'études, d'ascétisme au sein de son monastère. Ces vœux ne sont pas perpétuels et le moine peut se défroquer avec la plus grande facilité. Les femmes bonzes s'occupent des activités ménagères. Après la période des Khmers rouges, beaucoup de veuves ont décidé de devenir bonzesses en apprenant les textes sacrés. Les chantiers écoles de formation professionnelle ont été mis en œuvre en 1992 par le ministère cambodgien de l'Éducation. Ce projet visait à reconstruire le pays après la période de la guerre. Dans le milieu des années 1990, cette formation a été étendue à l'artisanat traditionnel cambodgien, cette part importante de l'héritage culturel khmer ayant pratiquement disparu. Chaque année, de nouveaux jeunes entre 18 et 25 ans bénéficient d'une formation gratuite dans la sculpture ou le laquage.
Naviguer sur le Mékong, c'est plonger au cœur de la péninsule indo-chinoise, au rythme des habitants de ce fleuve roi. Sur plus de 4000 kilomètres, le Mékong est un monde en soi, entre ciel et eau. Des millions d'hommes vivent de ce fleuve et sur ce fleuve. Les uns y habitent, pêchent, commercent, tout cela à la fois, sur des bateaux parfois minuscules. Les autres s'activent sur les berges, où ils vivent dans des maisons sur pilotis, souvent rudimentaires. Par endroits, d'ingénieux ponts-levis manuels permettent de poursuivre sa navigation sur ce fleuve majestueux. À d'autres endroits, il n'y a pas d'autre moyen que d'enjamber les ponts sur pilotis qui permettent aux habitants de franchir les différents bras du Mékong. Après avoir traversé le Kizona, pont en bambou long de 400 mètres, on arrive à Kampong-cham, considérée comme la troisième plus grande ville du Cambodge. L'ambiance y est singulière et authentique. Dans les rues se mêlent mototaxis, vendeurs ambulants. Le marché de la ville propose de beaux étalages où sont présentés des produits en tout genre. Skun, le village voisin, est célèbre pour sa spécialité culinaire, les migales frites, particulièrement appréciées. Plat insolite, avec une texture tendre à l'intérieur, croustillante à l'extérieur. Dans un agréable écrin campagnard immédiatement à l'ouest de la ville, ces ruines étaient jadis celles d'un temple destiné au culte hindou. Une fois que le bouddhisme Theravada fut officiellement reconnu, on y a construit un temple bouddhique aux alentours du XVe siècle. Ce temple se compose de deux enceintes en grès et latérite, percées par des goupuras gardées par des statues de démons. Les enceintes enferment deux bibliothèques et le sanctuaire principal. Celui-ci ne garde de la période khmer qu'une tour centrale, à laquelle est accolée une pagode du XVIe siècle.
Seuls quelques moines peuplent l'ensemble architectural. Après cette longue promenade à travers l'histoire et les légendes de ce temple, il fait bon flâner dans ce petit village où les habitants invitent les visiteurs à venir découvrir la vie rurale et l'artisanat local. On va de maison en maison, accompagné par des enfants très accueillants et souriants. Cette visite est aussi l'occasion de découvrir comment on fabrique la soie qui sert à confectionner des kramas, ces grands foulards à damier traditionnellement portés au Cambodge.
sortie du village, l'école primaire. L'expérience du contact avec ces jeunes où la barrière de la langue empêche d'échanger aura tout de même été fort en émotion. Des salles de classe pleines d'élèves studieux. Dès qu'on franchit le pas de la porte d'une classe, tous les élèves se lèvent et disent « Source Day !» bonjour, et se rassoient illico. Quelques centaines de mètres plus loin, leurs parents sont fort occupés à récolte du riz, céréales dont la production emploie plus de 50% de la population du Cambodge. Angkor est un site archéologique composé d'un ensemble de 200 temples et de nombreux aménagements hydrauliques dispersés sur plus de 400 km². Angkor Wat reste le plus grand et le plus important temple du site d'Angkor. Considéré comme un héritage architectural, il est le principal lieu touristique du pays. Sa structure est donc reconnue par la grandeur et la beauté de la décoration architecturale khmère. Compte tenu de sa valeur culturelle, historique et naturelle, le temple est salué comme la 8e merveille du monde et figure depuis 1992 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le temple d'Angkor Wat fut construit vers le début du XIIe siècle pour honorer la divinité Vishnu, d'où sa construction exposée à l'ouest. Sur une superficie de 2 km², le temple d'Angkor Wat dispose de 2 structures, dont le temple montagne et le temple à galerie. Il est entouré par un mur externe de 3,5 km, abritant à l'intérieur une douve large de 190 mètres et 3 galeries rectangulaires. Les murs d'enceinte du temple sont richement décorés à l'intérieur comme à l'extérieur, avec des sculptures hindouistes. À travers ces murs d'enceinte et les murs des galeries, le temple affiche plus de 2000 sculptures d'Apsara, Devatas et Rishis dans l'art de l'époque angkorienne. Les façades des linteaux et des frontons affichent aussi des sculptures de Vishnu et de Krishna. Hormis les sculptures hindouistes et bouddhistes, Angkor Wat dévoile plusieurs gravures et bas-reliefs qui mettent en valeur les personnages de la mythologie hindoue. Les murs extérieurs du niveau inférieur dévoilent l'épopée indienne et l'histoire des guerres menées par le roi Suryavarman II. Sur le mur de l'ouest, le bas-relief illustre le combat de l'armée royale contre les Chams. Bayon, construit vers le début du XIIIe siècle, est un temple montagne
consacré à la religion bouddhisme Mahayana. Avec ses sculptures envoûtantes, il figure parmi les plus beaux et les plus mystérieux sites d'Angkor et de l'Asie. Sur une superficie de 22 500 mètres carrés, le temple de Bayon affiche une disposition simple et modeste. Il s'agit en effet d'une pyramide à 3 niveaux qui abrite à l'intérieur des enceintes des galeries, des tours et un sanctuaire central. Le temple est très célèbre à travers ses tours au visage de Bouddha. Majestueuses, mystiques et envoûtantes, ces sculptures sont omniprésentes sur le site. On les retrouve à l'intérieur des enceintes, au-dessus des tours et des galeries ou sur les portes d'entrée. À l'origine, Bayon comptait 54 tours de pierre qui affichaient sur les 4 façades des gigantesques visages de Bouddha. Les tours portent au total plus de 200 sculptures avec des sourires énigmatiques et des regards mystérieux tournés vers les 4 directions cardinales. Sur la 3e enceinte, un tableau extraordinaire de bas-relief. Sur 1200 mètres de longueur, les façades des galeries révèlent environ 11 000 sculptures. À cet endroit, plusieurs gravures dépeignent les batailles, les événements historiques et culturels qui ont marqué les heures de gloire du règne du roi. Construite au XIIe siècle, la terrasse des éléphants, longue de 350 mètres, était une terrasse d'apparat royal. Elle fut spécialement conçue pour que le roi puisse regarder défiler son armée victorieuse de retour de la guerre contre les Chams. Certaines sculptures comportent 3 têtes d'éléphants tenant dans leur trompe des bouquets de lotus. Sur les murs de grès qui soutiennent cette terrasse ou sur les escaliers, les façades sont ornées de sculptures ou de bas-reliefs au motif d'éléphants. On peut y admirer un défilé d'éléphants de guerre harnachés et montés par des cornacs. Ayant conservé son authenticité et son aspect initial,
Ce temple est niché dans les jungles de Siem Reap, à quelques kilomètres à l'est d'Angkor Wat. Comme le temple a été laissé intentionnellement dans son état initial, avec une partie en ruine, on y retrouve une belle combinaison photogénique et atmosphérique de grandes racines d'arbres qui poussent hors des ruines. C'est ce qui fait aussi la popularité et attire de nombreux visiteurs au temple d'Angkor. Les tours isolées sont ornées par d'immenses arbres qui s'agrippent avec leurs racines. Certaines de ces tours ont cédé sous le poids des racines tout en prenant corps avec celles-ci. Un immense arbre accroché au toit de la galerie semble l'écraser. Avec sa forme de grande main, les racines de l'arbre plongent vers le sol tout en supportant la toiture oppressée. Situé à l'extrémité nord du parc archéologique d'Angkor, le temple de Prekan, appelé l'épée sacrée du roi, est l'un des ensembles les plus importants érigés au cours de l'ancien empire khmer. Bien plus qu'un temple, il témoigne de l'organisation d'une petite cité de 56 hectares qui intégrait notamment une université. Aujourd'hui, envahi par les racines de fromagers géants, Prekan demeure un exemple remarquable d'architecture de plein pied. Temple, monastère, université. Sur un espace de forme rectangulaire de plus de 56 hectares, le Prekan regroupe une multitude de constructions réalisées à plat. Ses limites sont définies par une douve de 20 mètres de large et des murs d'enceinte. Prekan aurait été un lieu de culte, une mini-ville et un lieu d'apprentissage bouddhiste. Il y aurait eu près de 100 000 personnes qui vivaient ici, avec 1000 enseignants et 1000 danseurs. Le Tonlé Sap se traduit littéralement par la grande rivière d'eau douce ou le grand lac. Ce système hydrologique est vital au Cambodge. Sur ce lac, c'est un balai ininterrompu de pirogues utilisées pour la pêche ou les déplacements, augmenté des écoles, commerces, restaurants flottants. Les villages qui se répartissent sur les rives du lac ou sur ses affluents ont des traits communs: îlots de bois flottants resserrés, enchevêtrement de bateaux de pêche et de croisière, alliance indécise de la terre et de l'eau, et activité incessante.
Le lac Tonlé Sap constitue une ressource commerciale importante. Il fournit plus de la moitié du poisson consommé au Cambodge. Le Tonlé Sap est considéré comme la zone de pêche la plus productive du monde, en fournissant plus de 75% du volume annuel de pêche en eau douce et 60% des vivres pour la population cambodgienne. Malheureusement, le lac Tonlé Sap au Cambodge est en péril. Son niveau baisse inexorablement et les stocks de poissons disparaissent en raison du changement climatique et des innombrables barrages en amont sur le fleuve Mékong. Aussitôt pêchés, les poissons sont chargés sur de vieux camions-bennes et transportés jusqu'au marché du village le plus proche. Le marché cambodgien est toujours un immense bric-à-brac organisé, avec ses mamies souriantes, ses odeurs de bananes grillées et de saumure, ses allées boueuses à souhait. Avec ses stands à ciel ouvert ou couverts de façon rudimentaire, on y trouve de tout, textiles, légumes, viande, beaucoup de poissons et de produits dérivés. Malgré la pauvreté, l'accueil y est toujours souriant, beaucoup d'éclats de rire et pas de perte de temps en marchandage inutile. Le Cambodge, dont la moitié de la population a moins de 18 ans, a perdu 90% de ses intellectuels lors du génocide par les Khmers rouges. La reconstruction du pays est une œuvre de longue haleine qui mobilise toutes les énergies. La pauvreté est telle que certains parents n'ont souvent pas d'autre issue que de faire travailler leurs enfants dès leur plus jeune âge. Beaucoup de familles vivent dans une très grande précarité, entraînant des carences alimentaires et des problèmes d'hygiène. Les écoles publiques dispensent les cours à mi-temps dans des classes en sureffectif et les filles doivent souvent arrêter l'école dès la fin du primaire pour aider leur famille. 15 à 20% des enfants sont déscolarisés. L'école est souvent loin de chez eux et ils n'ont pas de moyens de transport pour s'y rendre. Ils n'ont pas d'argent pour payer les professeurs, les examens ou leurs uniformes et doivent parfois s'occuper de leurs jeunes frères et sœurs ou travailler pour subvenir aux besoins du reste de la famille. L'entraide et le partage pouvant être des solutions face aux inégalités, de nombreuses associations mènent de nombreuses actions pour permettre aux enfants défavorisés de suivre une scolarité normale.